Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Avez-vous entendu parler de la COP qui s'est déroulée au Canada entre le 7 et le 19 décembre 2022? Je vous propose qu'on décrypte un petit peu ensemble ce qui est ressorti de cette réunion-là. Pour recadrer un petit peu, COP, ça signifie conférence des parties. Jusque-là, on entendait surtout parler des COP orientées climat, comme la COP 27 qui a lieu à Sharm el-Sheikh fin 2022. La COP 15 et la COP 27 ont eu lieu à quelques semaines d'intervalle fin 2022 et du coup ça a un petit peu semé l'embrouille dans les esprits de tout le monde sur quelle COP gère quoi. Pour résumer très simplement, l'origine des COP remonte au sommet de Rio de 1992 pendant lequel les pays membres de l'ONU se sont rassemblés pour signer 3 conventions autour du développement durable. La Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la Convention sur la diversité biologique et la déclaration sur les principes de gestion des forêts. Suite à ces différentes conventions, il y a eu donc les différentes COP qui sont venues se greffer. Et en fait, les COP, c'est quoi? C'est tout simplement des points d'étape sur chacun des thèmes. Donc, par exemple, le climat ou la biodiversité, donc qui ont lieu à peu près tous les 2 ans, sauf quand il y a une pandémie mondiale qui vient un peu mettre la pagaille dans le calendrier. Et l'objectif de ces COP, c'est de faire un point sur l'avancée, sur les engagements des pays et également de redéfinir, si besoin, les objectifs. La COP 15 de Montréal était donc orientée biodiversité et ça a vraiment été un jalon ultra important étant donné la perte catastrophique de biodiversité que l'on connaît à l'heure actuelle. Concrètement, on est en train de déclencher la 6e extinction de masse. C'est du jamais vu depuis l'époque des dinosaures. Pour vous donner un petit ordre de grandeur, le taux d'extinction des espèces à l'heure actuelle est de 100 à 1000 fois supérieur à leur taux d'extinction qui serait naturel. Aujourd'hui, plus d'1 million d'espèces animales et végétales sont menacées directement par nos activités. On a dégradé plus de 75% des milieux terrestres à cause de nos activités et on a asséché plus de 85% des milieux humides pour développer nos activités. Alors vous allez me dire peut-être, oui, de toute façon, les grenouilles du fin fond de l'Amazonie, on les verra jamais. Les mini-planctons, machins microscopiques là, qui vivent au fin fond de la fosse des Mariades, ils viendront jamais jusqu'à nous, donc on s'en fiche. Vous avez tort. Notre vie sur Terre dépend de la qualité de l'air qu'on respire, de la qualité de l'eau qu'on boit, de la qualité de la nourriture qu'on mange et tout ça, c'est géré de façon naturelle par l'ensemble de cette biodiversité-là. De plus, ces milieux naturels sont un des principaux atouts pour lutter contre le changement climatique, tout simplement parce que plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre sont absorbées, sont compensées par ces milieux naturels. Le souci, c'est qu'on les dézingue et en plus, ils prennent cher à cause du changement climatique, donc on est en train de se tirer nous-mêmes une balle dans le pied. Bon, vous voulez vraiment parler d'argent? Ok. Plus de la moitié du PIB mondial. Donc ça vous reparle pas forcément, mais si on met avec des chiffres, ça ira peut-être mieux. Plus de 42 000 milliards de dollars dépendent des écosystèmes sains. Et là, tout de suite, quand on parle d'argent, pour certains, ça fait un peu plus tilt. Donc maintenant, bizarre, ça vous intéresse la biodiversité? La COP 15 avait pour objectif de parvenir à un accord international pour stopper et inverser la perte de biodiversité. Soit dit en passant, l'être humain, nous, on est également partie intégrante de la biodiversité. On fait partie de la biodiversité. Donc, si on dézingue le reste de la biodiversité, on va pas faire long feu non plus très longtemps. Ainsi, 190 dirigeants du monde entier se sont retrouvés enfermés à Montréal pendant 12 jours pour échanger et trouver des accords sur la biodiversité. Il y a 23 mesures qui ont été signées par ces dirigeants-là. Je vous propose de les résumer en quelques points très rapides. Le premier point, c'est la protection de 30% des surfaces d'ici 2030. 30% des surfaces planétaires. À l'heure actuelle, en 2022-2023, ce sont 17% des terres seulement qui sont protégées et 8% des mers. Ce point-là, c'est le point phare de la COP 15. Si vous voulez l'analogie avec les accords de Paris concernant le changement climatique, c'est l'objectif des plus 1,5 degrés maximum d'augmentation des températures qui avait été ratifié lors des accords de Paris. Donc ça, c'est 30% de terres protégées, terre ou mer, surface protégée au niveau planétaire, c'est the point de la COP 15. Le deuxième point, c'est l'engagement à restaurer 30% des écosystèmes terrestres ou marins qui ont été dégradés par les activités humaines, tout en réduisant de moitié l'implantation d'espèces invasives. Le troisième point, c'est de réduire au moins
de moitié le risque global de pesticides et de produits chimiques dangereux. Le point positif de ça, c'est vraiment d'identifier les produits les plus dangereux, les plus néfastes, et pas forcément de réfléchir juste avec des quantités, parce qu'il y a certains produits qui sont ultra toxiques, mais on en met une toute petite quantité, donc c'est pas très grave, hein. Et ces produits-là, à terme, l'idée c'est qu'ils soient interdits tout simplement. Le dernier point, pour résumer ces 23 mesures, c'est l'augmentation des financements en faveur de la protection du vivant. L'idée, c'est d'accompagner et d'inciter les pays du Sud à s'engager également dans la protection de la biodiversité. Alors pour résumer, effectivement, cette COP, elle se donne plus de moyens pour limiter la destruction de la nature, mais il faut voir l'implication des pays, parce que clairement, fondamentalement, les COP climat, elles n'ont pas vraiment changé nos quotidiens ni les décisions de nos politiques. Enfin, ça, c'est sûrement un avis très personnel, mais avoir l'implication des pays. Ensuite, ce qui me fait peur, ce qui m'énerve aussi, c'est que les objectifs chiffrés sont bien des objectifs chiffrés mondialement et pas individuellement. C'est-à-dire que, par exemple, la protection des 30% là, des surfaces, eh ben, c'est pas individuel. Donc, ça veut dire que moi, petit pays X, j'ai pas envie de protéger ces 30% de surface à l'échelle de mon territoire. De toute façon, je suis pas obligée. Et je me dis que mon voisin, il le fera certainement très bien. Donc, je délègue, je fais confiance à mon voisin. Ça, c'est très humain, j'ai l'impression que c'est très humain comme façon de penser. Et si on attend que les autres avancent pour nous, on va pas beaucoup avancer. Les 30%, c'est bien 30% à l'échelle globale. De plus, à côté de ça, aucun mécanisme contraignant n'a été prévu pour forcer les pays à tenir ces objectifs de préservation, de restauration. Donc j'ai un peu peur que ça fasse un petit peu comme les accords de Paris. On se donne des objectifs autour d'une table entre chefs d'État et finalement au niveau national, il n'y a pas grand-chose qui bouge. J'ai peur que ça fasse du coup la même chose que les accords de Paris si on continue sur cette analogie-là, et on sait bien que l'objectif des plus 1,5 degrés en termes de réchauffement climatique, c'est d'ores et déjà mort. Donc j'ai du mal à supposer que les accords déterminés là, avec la COP15 sur la biodiversité soient réellement atteints. La question du calendrier est également importante. Les objectifs, c'est d'ici 2030. 2030, finalement, c'est assez proche, hein, c'est que dans 7 ans. Donc, ça va arriver très vite quand on regarde des calendriers politiques de mise en œuvre de ces grandes politiques nationales qui sont attendues pour protéger les 30% des surfaces, pour restaurer, etc. Donc, à la fois, c'est très rapide, mais en même temps, vu le taux de perte de biodiversité que l'on connaît à l'heure actuelle, 2030, c'est peut-être déjà un petit peu tard finalement. Donc le calendrier là, j'ai l'impression que ça a été un petit peu un compromis entre les États peut-être, alors je schématise peut-être, hein, mais les États qui ont du mal à se remettre en question parce que des sous c'est des sous, et des ONG environnementales qui voudraient que les actions soient mises en place tout de suite. Sincèrement, j'espère me tromper, mais j'ai peur que la COP15 de Montréal suive le même chemin que la COP10 de Nagoya qui avait eu lieu en 2010. À Nagoya, en fait, il y avait 20 objectifs qui avaient été définis et ils devaient tous être atteints normalement en 2020, 10 ans plus tard. Et en fait, il n'y en a aucun de ces objectifs qui a été atteint et il y en a seulement 6 qui ont été partiellement atteints. J'ai vraiment peur que ça fasse la même chose pour la COP de Montréal, alors que c'est des thématiques ultra importantes qui vont un peu de la survie finalement de l'espèce humaine. Donc, affaire à suivre, on a un point d'étape, je dis on, mais non, pas moi, il y a un point d'étape qui est prévu dans 4 ans pour voir le taux de réalisation des objectifs identifiés lors de la COP15. Donc, affaire à suivre, on se donne rendez-vous dans 4 ans pour voir ce que sera concrètement donné. J'espère que ce décryptage de la COP15 en quelques minutes vous a plu. Si vous avez des questions, dans tous les cas, je serais ravie d'échanger et d'y répondre si j'ai les compétences dans les commentaires sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.